Pour arriver premier, il faut premièrement arriver. Et oui, certains penseront que votre serviteur est tombé dans la facilité avec ce choix de citation d'Enzo Ferrari, que vous avez certainement entendu 1000 fois sur TF1 venant de la bouche de notre mentor à tous, un certain Jean-Louis Moncey. Mais il aurait été difficile d'amorcer cette chronique autrement, tant le Grand Prix d'Australie 2022 aura été marqué par la problématique de la fiabilité ou du manque de fiabilité, qu'il soit mécanique ou de pilote. Et voyons pourquoi. Victoire à Bahreïn, P2 à 5 dixièmes de la P1 à Jeddah et victoire à Melbourne. Les 3 premiers Grands Prix ont eu beau se dérouler sur des pistes copieusement différentes, rien n'y fait. Charles Leclerc et Ferrari dominent de la tête et des épaules ce début de championnat, semblent compétitifs partout et surtout s'avèrent fiables. Et la confirmation de ce ressenti est venue à Melbourne, où le Monégasque a presque connu un week-end sans histoire, d'une 11e pole position superbement maîtrisée le samedi à une course anonyme le dimanche, excepté un restart un peu limite. Ainsi, face à Leclerc et son armée rouge, la mine est grise chez les concurrents directs du pilote Ferrari qui n'ont pas pu ou pas su franchir la ligne d'arrivée et marquer de précieux points dans l'optique du championnat. Pour arriver premier, il faut premièrement arriver, pourrait-on dire à Max Verstappen, qui pour la 2e fois en 3 courses a connu un problème terminal sur sa Red Bull. Et au-delà des pertes comptables déjà colossales, le début de saison de l'écurie autrichienne et de son champion du monde en titre s'avère inquiétant à 2 titres. D'une part, car Christian Horner lui-même a admis que les raisons de l'abandon de Max n'avaient strictement rien à voir avec celles invoquées à Bahreïn, ce qui laisse penser que les soucis de fiabilité du côté du Red Bull Powertrains sont plus structurels qu'autre chose. Et d'autre part, car sans même évoquer cet abandon, on constate que la RB18 demeure obscure pour son fer de lance, lequel expliquait une fois de plus aux médias dimanche soir qu'il était incapable d'en extraire la quintessence, la faute à un graining endémique sur son train de pneus médium et qu'il ne comprend toujours pas. Une révélation qui permet d'ailleurs de tirer un autre enseignement sur l'hégémonie de Charles Leclerc en ce début de saison. La Ferrari F175 qu'il pilote est fiable d'un point de vue mécanique, mais aussi et surtout du point de vue de la performance. Autrement dit, elle semble faire exactement ce que son pilote attend d'elle. De la stabilité du train arrière à la dégradation des pneus, en passant par la puissance moteur, ce petit bijou rouge semble d'une homogénéité telle qu'on voit mal comment la symbiose avec son pilote fétiche pourrait s'arrêter de sitôt. Cette symbiose, le voisin de garage de Leclerc en est loin, très loin, à tel point que lui-même aurait pu subir la vindicte d'Enzo Ferrari. Et oui Carlos, car pour arriver à déstabiliser Charles, il faut premièrement arriver. À la fois malchanceux et maladroit en qualif, puis victime d'une mauvaise configuration de son volant au départ qui lui a fait perdre 5 places supplémentaires, Carlos Sainz reste malgré tout l'auteur du plantage de sa Ferrari dans le bac à gravier au 2e tour. Alors le week-end est frustrant certes, et il fait peine à voir, mais cette bévue ne doit surtout pas faire oublier que les premiers Grands Prix de cette saison sont déjà déterminants pour le rôle que jouera l'Espagnol dans ce championnat, voire dans la suite de sa carrière chez Ferrari. Alors sera-t-il un Nico Rosberg ou un Felipe Barrichello ? Avec déjà 38 points de retard sur Leclerc, une chose est sûre, Sainz ne s'est pas rendu service à Melbourne. Et alors que les uns n'ont pas pu s'inscrire dans le fameux dicton d'Enzo Ferrari, d'autres en ont profité pour suivre à la lettre un autre enseignement célèbre de l'italien. Ce sont les points intermédiaires qui font les champions du monde, disait-il. Une maxime qui pourrait s'appliquer à un Sergio Pérez qui sauve les meubles chez Red Bull avec une P2 convaincante, et surtout au duo de chez Mercedes qui limite suffisamment la casse pour se classer 2e au championnat constructeur derrière la Scuderia et devant l'écurie autrichienne. Et qu'importe si George Russell a pris le podium à un Lewis Hamilton malchanceux avec la safety car on pressent bien que la priorité n'est pas la guerre d'ego, mais le retour de Mercedes à son meilleur niveau. Et dans cette perspective, tous les points marqués et toutes les défaillances au sein des équipes rivales sont les bienvenus. Alors bien sûr, la W13 semble être davantage à son aise à l'Albert Park, s'érigeant presque comme la 2e voiture la plus compétitive en conditions de course. Mais ne nous y trompons pas, la singularité du tracé de Melbourne y est pour beaucoup, de même que la moindre importance accordée à la puissance moteur qu'à Jeddah ou à Sakhir. De même, ce relatif retour en forme de la marque à l'étoile explique peut-être la résurgence de McLaren ce week-end, avec un Norris une fois de plus spectaculaire en qualif et suivi comme son ombre le dimanche par le local de l'étape, Danny Ric. 18 points marqués qui font du bien à l'écurie Papaye, d'autant qu'il la propulse en tête du midfield à la 4e place du championnat constructeur, devant Alpha Tauri, Alfa Romeo et surtout Alpine.
Car oui Fernando, pour arriver premier en qualif, il faut premièrement arriver. Et pour arriver dans les points le dimanche, mieux vaut éviter d'être malchanceux avec la safety car et de chausser ces fichues gommes médium qui ont collé des boutons à l'ensemble du paddock ce week-end. Alors la frustration de l'Espagnol est compréhensible, car le podium était réellement à sa portée le dimanche au vu des événements. Et le pire est que ce nouveau zéro pointé propulse un solide Esteban Ocon en tant que meilleur des autres au classement provisoire. Le pire, n'exagérons rien car il faudrait en toute honnêteté intellectuelle employer ce superlatif en l'honneur de la magnifique écurie du moment, j'ai nommé Aston Martin, qui en plus d'avoir conçu ce qui ressemble à une benne à ordures, bénéficie de la paire de pilotes la moins aboutie du moment. Et si je ne jetterais pas totalement la pierre sur un Lance Stroll qui, malgré son étourderie grave du samedi, a livré une prestation qui m'a paru intéressante le dimanche, revenons tout de même sur le cas Vettel. Car oui Seb, même pour arriver dernier, il faut premièrement arriver. Alors on n'attendait pas grand chose du quadruple champion du monde compte tenu de son absence lors des 2 premiers Grands Prix. Pas grand chose excepté du roulage. Au lieu de cela, on a eu le droit à un comportement de mariole sur son scooter, prouvant au passage qu'il n'en a plus rien à battre, et à des crashs à répétition, comme s'il n'avait pas suffisamment manqué de kilomètres. Donc rappelons à toute fin utile à Aston qu'un Nico Hülkenberg ça coûte moins cher et ça termine les courses. Et pour arriver premier au Grand Prix d'Australie, il faut premièrement arriver à Melbourne, chose qui ne s'était pas produite depuis 3 ans. Et il faut bien reconnaître que l'effervescence automnale de l'Albert Park avait manqué, d'autant que le tracé a proposé quelques changements très appréciables, tels que l'atténuation du virage 9 et l'accentuation du virage 13, rendant le tracé beaucoup plus sympa à observer. Surtout, il semble que le Grand Prix d'Australie a été l'une des premières preuves évidentes que les Formule 1 de 2022 parviennent à se suivre bien plus aisément qu'auparavant, et ce, sur plusieurs tours. La bataille pour la 10e place menée par Lance Stroll en fin de Grand Prix en est l'expression, même si cet ultime point ne s'est finalement pas gagné en piste, mais à la stratégie, pour le bonheur d'une méritante équipe Williams. Merci d'avoir écouté ce petit débrief, je vous laisse me partager vos réactions sur ce Grand Prix d'Australie et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Au-delà, je vous invite à vous abonner à cette petite chaîne si le cœur vous en dit, ça m'aide beaucoup et surtout, cela nous permettra de franchir la barre des 25 000 qui n'est plus très loin. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures, ciao!